Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 950 de One Piece qui a mis un petit peu de temps à sortir ce matin. Mais c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. On remercie Scantrad pour leur efficacité. Pour une fois, j'ai rien à dire, donc on commence direct. C'est trop bien. Alors, je voulais juste vous dire... c'est bon, je déconne, j'arrête. Ce très bon chapitre se divisait en 4 parties. Donc, on va commencer par la première qui est celle de la partie d'Udon, de la prison. Alors, on commence avec Kid, donc forcément, le scan va être énorme, c'est sûr, c'est comme ça, c'est décidé désormais. Dès qu'il y a un Kid dans un scan, c'est que le scan est épique. Et il faut dire que, sans déconner, depuis que ce Kid est dans l'arc de Wano, chacun de ces scans où il apparaît, il y a toujours un truc qui fait qu'il est intéressant. Alors moi je suis un gros fanboy aussi, il faut dire. Mais quand même, il rajoute un petit plus-value à tout ça, j'aime beaucoup. Alors la question de l'alliance entre Kid et Luffy a été donc mise sur le tapis. Bien évidemment, vu la fierté du rouquin, ça passe pas trop, mais bon, c'est que pour l'instant. Je pense que justement, Kid, au bout d'un moment... il va s'allier à Luffy, c'est quasiment obligatoire, c'est même triste de dire ça parce que c'est prévisible, mais il va sans doute s'allier à lui. Mais il faut comprendre aussi que comme il le disait, c'était d'ailleurs très bien vu, très bien, on va dire, très bien ficelé, que vu les trahisons qu'il a subies avec Hawkins et puis Apu Scratchman, lui, les alliances, c'est fini. C'est vrai que c'est la seule qu'il a fait, et puis au final, l'alliance, elle a duré quoi? Elle a peut-être duré 10 minutes, parce qu'après, il y a Kaido qui est tombé du ciel, et puis il s'est fait marave, et les autres, ils ont rejoint son équipage. Donc ouais, c'était assez chaud, et apparemment, je pense qu'il a dû se passer des choses entre Hawkins, Kid et justement Apu Scratchman. Je pense que les deux ont dû s'allier contre lui, ont dû vraiment bien le trahir sa mère, donc ouais, c'était assez, ça m'a foutu assez les boules pour lui à ce moment-là. Et puis bon, Kid, on voit qu'il était toujours super en colère, super énervé suite au traitement de Killer, ça change pas. Donc ouais, il n'a plus confiance. Mais ouais, Luffy va sans doute montrer sa pureté, etc. blabla, et du coup Kid va se dire ouais, peut-être je peux me rallier à lui, c'est une personne de confiance, bon. C'est assez prévisible. Faut voir ce que ça donne. C'est pas forcément le cas, mais c'est que ça reste quand même un scénario assez prévisible. En tout cas, sans déconner, pour clore la partie sur Kid, j'ai vraiment trop hâte de le voir à l'action quand il va se mettre à dégommer 2v1 le Hawkins Apu Scratchman pour se venger. Alors là, franchement, sans déconner, s'il fait ça, si Oda nous fait un combat genre même Killer Kid versus Hawkins et Apu, ça serait génial. Ça serait d'une beauté sans précédent. Tellement elle est défoncée si c'est le cas. Mais ouais, j'espère vraiment qu'ils resteront de leur côté à faire leur truc avec son équipage et tout, chacun de leur côté quoi. Alors, nouveau problème du côté des prisonniers qui sont récemment libérés. Alors eux, ils savent pas sur quel pied danser. Les prisonniers, ils m'ont littéralement cassé les burnes, et je pèse mes mots. Parce que les types, il y a un mec qui s'est sacrifié pour eux, il a remué ciel et terre pour eux, pardon. Et ils sont toujours à dire ah ouais mais c'est un pirate, ah ouais non moi si c'est un pirate je veux pas et tout, on dirait des racistes en fait. Et donc ouais non, c'était un peu la partie des prisonniers qui me saoulait, parce qu'à chaque chapitre on a un changement de comportement, de moralité, etc. Donc c'était un peu relou. Et donc il a fallu l'arrivée de Momonosuke. Après ça se comprend, d'un côté c'est un pirate, Kaido c'est un pirate aussi, ils font un peu un amalgame, surtout qu'ils sont pas trop habitués aux pirates, donc ouais à la rigueur. D'ailleurs Luffy, concernant Luffy, il est au bout de sa vie à cause de la maladie de Queen. Bon après heureusement t'as Chopper qui est là pour créer un antiviral avec 2 cagettes, 3 fioles et puis un réchauffe-plat. C'est vrai que pour le coup Oda il abuse un petit peu avec la puissance de Chopper, même si c'était le sujet de ma dernière théorie. J'avoue que là si Chopper il arrive vraiment à soigner la masterpiece, vraiment le chef d'œuvre de Queen en termes de maladie, juste avec ces petites fioles là en 2-2, ça serait un petit peu abusé. Moi je pense que ça suffira pas, mais si c'est le cas c'est un peu abusé, ouais. D'ailleurs on a eu un passage très drôle avec Momonosuke et Luffy qui m'a fait littéralement exploser de rire, où Luffy était encore une fois, malgré le statut de l'autre qui est fils d'un seigneur ou je sais pas quoi, Luffy qui lui dit que de toute façon c'est un as, c'est un minable, il sert à rien, il est nul. Ça m'a fait beaucoup rire, c'était un peu, c'est un peu rabaissant pour lui, parce que c'est un gamin quand même, mais ouais, vraiment ça m'a fait rire, parce que c'est Luffy, c'est comme il est, c'est sa spontanéité qui est si drôle. Bon après c'est un passage qui était drôle, mais qui devient très vite émouvant, quand justement Momonosuke se présente devant les prisonniers, et ils sont tous là, à s'incliner devant lui, c'était d'une beauté, mais déjà rien qu'en l'espace de quelques pages, il y a eu déjà trop d'émotions. Donc c'est pour ça que le chapitre il continue comme ça dans toute sa longueur, il est incroyable celui-là. Alors bon, il y a quand même un truc qui m'a intrigué, c'est que Kawamatsu indique qu'il veut aller donc se rendre dans un lieu précis, mais qui sera là, il sera de retour avant la bataille finale. Reizu lui dit d'accord, ok, genre en mode, c'est bon je te fais confiance. Non mais moi pour le coup ça m'a intrigué, alors je me suis dit, est-ce que Kawamatsu et Iori s'étaient mis d'accord sur un espèce de point de ralliement, un endroit où il pourrait se retrouver, parce que c'est lui qui s'est occupé de la petite,
Donc est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Je sais pas, mais c'est vrai que ça m'a fait peur. Parce que je me suis dit, attends, Kawamatsu qui part comme ça après avoir été en prison, le seul lien que je peux faire c'est avec Iori, c'est obligé vu que c'est la dernière, il aurait donné sa vie pour elle. Mais là, il y a quelque chose plus tard qui me fait penser que ça sera pas le cas, donc ça sera pas concernant Iori. Donc j'espère que Kawamatsu, on va pas nous foutre un truc comme c'est quoi, comme c'est un traître ou je ne sais quoi, parce que qui aurait vendu ses compagnons, parce que j'en serais vraiment au bout. Mais je pense pas, mais j'avoue que là, ça m'a fait un peu peur. Surtout qu'apparemment, il a pas donné plus d'informations précises à Reizo du pourquoi, du comment il se barre. Le mec, il a quand même été en prison pendant 13 piges, et là, à peine il sort, il se barre déjà comme ça, à peine il demande des nouvelles de rien, en fait, il demande pas de nouvelles de Iori, à peine de Momonosuke, il le voit, il a pas l'air d'être en pleurs comme il était au début, donc ouais, je me suis dit, bon, j'espère que Kawamatsu, ça va pas être le bouffon, en fait, voilà. J'espère que ça va pas être le traître. On passe à la deuxième partie très touchante des fourreaux rouges. Ouais, on voit une partie extrêmement intéressante du passé de Shuten Maru quand tout le monde commençait justement à perdre espoir. Et là, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau parce que ils étaient là tous 10 ans après la mort d'Oden, après la mort de Toki, après le voyage temporel des autres, de Kinemon et Momonosuke, etc. Ils étaient là, ils avaient plus d'espoir, ils avaient plus rien. Et ils ont décidé d'aller affronter le mal de face, quitte à mourir tout en sachant qu'ils allaient mourir, tout en étant fatigués, malades, plus d'espoir, plus rien. Ils sont quand même allés mourir comme des samouraïs, comme des guerriers, avec de l'honneur. C'était... Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils nous apprennent l'origine du mot snatch. Alors, ce n'est pas snatch littéralement, c'est sunachi. Et en gros, c'est un cri de guerre qui te fait oublier ton nom, ton identité. En gros, moi, j'ai traduit comme si c'était un cri de guerre qui te faisait oublier ta présence sur Terre pour justement faire face à l'adversité sans aucune peur. Et c'est donc le fameux cri de guerre que Zoro semblait avoir appris à, comment il s'appelle, à Momonosuke, dans le chapitre 934 ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est intéressant car du coup, je trouve que ça renforce énormément l'aspect démoniaque de Zoro, justement. Parce que mettre de côté son identité, son nom, son origine et tout ça, sur ce qu'il est pour faire face à l'adversité me fait penser un peu à sa fameuse forme Ashura. Et d'ailleurs, ce fameux mot Sunachi est lié à Ashura Doji, soit à Shuten Maru. Donc c'est pas une réflexion, je pense, si mauvaise pour le coup. Donc voilà, est-ce que ça aurait un lien avec une quelconque entité démoniaque, sachant que tout ce qui est la manifestation d'Ashura a été lié sans aucun doute à un des sabres, on est dans le pays de Wano Kuni. Est-ce que, voilà, comme j'en ai déjà parlé auparavant, est-ce qu'il n'y aurait pas encore quelques démons cachés parmi les guerriers, parmi les samouraïs, à travers soit leurs armes, soit leur incarnation de je ne sais pas quoi, enfin bref. Le mot Sunachi, pour le coup, il m'a vraiment fait penser à une sorte d'incantation pour quelque chose de démoniaque, entre guillemets. Bref, du coup, on a beaucoup de choses à en tirer à l'avenir, pour le coup, mais là, tout ça, lié dans le flashback de Shuten Maru, c'était vraiment d'une beauté légendaire. Et après ça, une nouvelle question qui s'est posée, et c'est une question totalement logique qui m'avait pas tant choqué que ça au début, mais pourquoi un saut temporel de 20 ans? Pourquoi Toki a fait ça? Pourquoi pas 2 ans? Pourquoi pas 5 ans? Pourquoi 2 ans? Pourquoi 20 ans, pardon? Et à ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tout simplement, Luffy. Si Toki avait pas fait ça, Luffy n'aurait jamais pu aider à délivrer Wano en battant Kaido. Du coup, elle a dû voir, je pense, le futur, l'arrivée de Luffy, et du coup, elle a planifié le saut temporel en fonction de ça. Donc je pense que c'est la logique la plus logique, entre guillemets, d'un saut temporel de 20 ans. C'est juste parce que, justement, Luffy, il est au summum, là, il est en train d'évoluer, et ça coïncidait parfaitement avec son arrivée, justement, dans le Nouveau Monde, etc. Bref, du coup, Shuten Maru, c'est décidé, c'est officiel, il va prendre part au combat avec son armée. Voilà, ça s'est dit, c'est fait, c'était sûr, mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait, au bout de plus de 20-30 chapitres, Oda avait fait traîner cette pseudo-question en longueur. Mais voilà, là c'est bon, c'est officiel. On a encore eu de la chance. D'ailleurs, on voit les fourreaux rouges qui recommencent un peu à se battre avec Kinemon qui se fait charrier par Inuarashi et Shuten Maru. Et j'ai vraiment beaucoup aimé pour le coup voir cette complicité parce qu'on l'a pas vu du tout depuis le début. Voir cette complicité, cette espèce de fraternité qui faisait que les fourreaux rouges avaient ce lien si important. Et on les revoyait s'amailler et tout. Et c'était, je pense, assez important de mettre ça dans l'histoire. Mettre ça dans un chapitre là actuellement, ça montre leur lien et ça donne vraiment plus l'aspect frère de sang, quoi. Allez, on passe à la partie 3, la partie du ship, la partie de Zoro et Iori. Zoro qui a apparemment déglingué les Oniwaban d'Orochi. Alors, il faut m'expliquer. Là, je sais qu'il y avait un des Oniwaban d'Orochi, donc les ninjas, ces fameux ninjas, sa troupe d'élite. Donc, c'était sûr qu'il y en avait un qui en faisait partie. Les autres, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que oui aussi. Mais par contre, il faut m'expliquer le concept de troupe d'élite, de ninja hautement qualifiés, alors que t'as Zoro qui les malmène, il les maltraite. C'est la fessée en fait, c'était catastrophique. Donc oui, voilà,
Le mec, sans même se faire toucher une fois, juste en étant un petit peu essoufflé, il a réussi à abattre ces fameux ninjas. Bah, depuis le début, en fait, ils sont inutiles, ces types. On n'arrête pas de le dire, mais au début, ils avaient une introduction assez ouf, assez intéressante, assez, ouais, grandiose. Là, ils sont ridicules. Et là, bon, il y a un truc, du coup, qui fait écho à ce que je disais un peu plus tôt, c'est que Iori dit qu'elle n'a pas d'importance à l'endroit où elle va se cacher. Genre, Zoro lui proposait de retourner justement à la maison enneigée, là, à Ringo. Et elle était là en mode, non, pas d'importance où je vais, je m'en fous, en gros, je veux rester caché, bah, et là, je me suis dit, bon, bah ça colle pas avec le truc des Kawamatsu, parce que du coup, elle a pas dit, si j'ai un endroit, j'ai un point de ralliement, où j'ai juste un endroit où il faut que je reste, je sais pas, dans le périmètre, ou je sais pas, enfin, ça serait justement le fameux endroit de Kawamatsu, le point de ralliement. Et là, il y a pas eu de ça. Donc je me suis dit, attends, si vraiment Kawamatsu et Iori, ils ont pas de point de ralliement, ils ont pas de ci ou de ça, c'est quand même, c'est bizarre, hein. Allô Oda, oui. Kawamatsu, Iori, c'est passé comment? Il s'est passé quoi? Il n'y a pas d'entourloupe entre les deux, il n'y a pas de... Non, c'est bon, on peut leur faire confiance. Ouais, bon, merci. Qui est sympa, Oda. Bref, ouais, moi, pour le coup, je trouve ça très bizarre. Et je dois sûrement psychoter pour rien, ça, en vrai, ça doit être rien du tout, je pense. Ouais, on verra, on verra. Bon alors, Zoro exprime pour la première fois son désir de vaincre Orochi, de le tuer pour justement se venger de Tonoyasu. Et moi, ça, c'est quelque chose, bah justement, du coup, il a été coupé par Iori qui disait que non, c'était elle qui voulait le tuer. Et moi, c'est quelque chose, j'arrive pas à comprendre comment on peut penser que Zoro va se battre contre Orochi. Parce que déjà, il a pas à se battre contre Orochi, parce que même en termes de combat, en termes de technique, en termes de puissance, il n'y a rien à prouver. Zoro, il le malmène. Il lui a lancé juste une lame d'air, que l'autre, il a été paniqué, il savait même plus quoi faire, il a même pas dégainé son sabre pour essayer de se défendre. Orochi, il a aucune compétence au sabre, je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est pas un guerrier en tout cas, c'est pas un samouraï. Il ne donnera jamais aucun combat, je pense, en tout cas je pense, après autant je peux me tromper, il va nous sortir un power-up du turfu, mais je pense qu'il va jamais nous donner quelque chose de concret, un combat concret, surtout pas face à Zoro quoi. Pour moi, les seuls qui peuvent le tuer, ce sont donc soit Iori, soit Momonosuke, parce qu'il y a vraiment ce lien de venger leur père, etc. Et parce que ce sont pas eux-mêmes des guerriers non plus. Pour moi, que Zoro batte Orochi, c'est une perte de puissance, de temps, d'énergie, c'est pas oufissime. Kyoichiro, par exemple, oui, ou Kyoichiro, oui, c'est là encore, le fait qu'il se batte contre Zoro, d'accord, parce que le type, il est puissant, il en impose, il a ce truc. Et puis c'est le chien de garde du Shogun, donc en gros on peut dire que Zoro va battre le chien de garde du Shogun, qui va laisser porte ouverte aux autres pour aller tuer le Shogun. Donc voilà, il y a ce petit quiproquo. Moi je pense vraiment pas que Zoro va tuer le Shogun, même s'il y a des choses qui peuvent le faire penser, c'est pas son rôle je trouve, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que j'en ai jamais parlé avant, pourtant je pensais, hein, j'en ai jamais réellement parlé avant, j'avais quand même dit que Kyoichiro serait vraiment le boss, le combat principal de Zoro pour le coup. Mais là, ça m'a paru encore plus important d'en parler justement avec le coup de Orochi. Et bon, du coup, on termine la review, le chapitre, avec donc la dernière page. Oh, j'ai eu peur. Je crois qu'il tombait. Je me suis dit oh non. Où justement, on retrouve Law et Hawkins. Avec un Law qui n'a jamais été autant badass, ou du moins j'ai pu retrouver Law aussi badass que ça depuis au moins l'arc de Punk Hazard. Et donc on a là un Drake, Hawkins qui veulent soutirer les informations de Law. Donc on pense au sujet des Mugiwara et qu'est-ce qu'ils font sur Wano Kuni. Alors lui par contre, mais Hawkins, comment on peut avoir cet aspect à la fois si intelligent et être si con à la fois? Parce que le mec il se demande encore après 40 chapitres, comment ça se fait que les Mugiwara sont sur Wano? Attends, ils se sont battus contre... Attends, du coup il y a l'arrivée des fourreaux rouges. Il y a l'éventuelle arrivée de Momonosuke. Mugiwara il s'est battu contre Kaido. Il y a Law aussi qui est là, il y a une alliance. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien pouvoir faire sur Wano Kuni? C'est fou ça. Mais je comprends pas, vaincre un empereur. Mais non, c'est pas une idée qui me traverserait l'esprit, c'est totalement débile. Voilà, donc en fait, Hawkins il se dit pas que Law et Luffy auraient pu faire exactement pareil que justement ce que Hawkins, Kid et Apu Scratchman avaient fait, c'est-à-dire faire une alliance pour vaincre un empereur. L'autre, il est là comme un gros débile à se demander mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est le secret de Law et des Mugiwara sur Wano Kuni? Il y a quelque chose qui se cache. On dirait une mauvaise théorie One Piece là pour le coup. Et donc ouais, ça m'a fait assez rire. Et bon, par contre, là ça rigole plus parce qu'il y a l'air d'avoir une sorte de moment de... Putain, j'ai pas le mot. Comment on appelle ça quand on torture les gens? Voilà. Peut-être justement, Law va se faire torturer par Hawkins pour essayer de
pour essayer de soutirer ces fameuses informations. Et là, on va pouvoir voir la véritable ampleur de la volonté de Trafalgar, la volonté d'Udi, n'est-ce pas, d'éventuellement vendre ses alliés. Ça, on sait que ça n'arrivera pas. Mais voilà, je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer concernant l'eau. J'espère qu'il va pas y avoir encore une énième mission de sauvetage. C'est bon, on en a assez. Par contre, Wano Kuni, ça a été que ça tout le temps. Sauver ci, sauver lui, sauver Mi, attends, laisse tomber. Si c'est encore le coup pour Trafalgar Law, enfin, ça va jamais s'arrêter, quoi. Ils vont se mettre à aller sauver Kaido lui-même d'Onigashima. Ils ont des idées trop cheloues. Donc ouais, il faut voir. En tout cas, c'est la fin du chapitre. J'ai pas de théorie à la fin comme je fais d'habitude, parce que pour le coup, bah, j'ai tout dit en fait. Il me semble avoir tout dit, d'avoir émis mes propres théories durant cette review. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le micro aura été bon cette fois-ci, ou du moins mieux. Je vous invite à aller checker ma vidéo, ma dernière théorie en date si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont laissé de super bons commentaires. Il y a des retours de fou, donc vraiment merci 1000 fois pour ça. Merci encore à Scantrad du coup pour leur travail sur ce chapitre, sur tous les autres chapitres, c'est assez important d'en parler. On se donne du coup rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo, et puis ben, on se dit voilà, à bientôt. Tchou les bros, passez un bon week-end, peace.